bienvenue sur Lilo Lecture. Aujourd'hui on va faire un bilan de la fin d'année parce qu'en fait j'ai pas été très régulière ces derniers temps dans mes lectures, bien que j'ai apprécié chaque moment en lecture, même si j'ai eu des meilleures lectures ou des moins bonnes. Justement je pense que c'est ça qui fait la richesse un peu de notre passion quand on aime lire. C'est qu'il y a des moments où c'est un peu plus creux, où il y a des livres où on va se tromper dans nos choix, et d'autres où justement ça va faire un contraste qui fait qu'on adore. Donc je vous propose de commencer par le livre où j'avais commencé à vous en parler parce que j'étais en plein milieu de ma lecture. C'est Du thé pour les fantômes. Voilà. Donc c'est un livre où j'attendais, mais je pense beaucoup. Et je commence rarement une lecture avec cette sensation en fait, où j'ai l'impression que ça va me plaire à un point où j'attends des choses. Là, Du thé pour les fantômes, en fait, je m'attendais un peu à une poésie autour de la mort, avec ce petit côté intime, salon de thé en même temps. Et on n'était pas du tout avec ça en fait. Les deux protagonistes principales n'ont pas attiré ma sympathie, on va dire. C'est Agonie qui est une sorcière et Félicité qui est chasseuse de fantômes. Et les deux, quand elles apprennent la mort de leur mère, décident de se regrouper, de se retrouver plutôt après des années de silence, de non-dit familial, pour en fait enquêter sur la vie passée de leur mère qui était bien mystérieuse. Ce sont deux sœurs donc très 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 différentes, une très sombre et qu'on fait vraiment passer pour un peu le côté méchant, et l'autre un peu le côté lumineux, celle qui a tout eu plus facilement dans la vie en fait. Et en fait elles ne m'ont pas du tout touchée, tout simplement parce que l'histoire manquait d'intensité. Pour ceux qui l'ont lu, je dirais que le thé n'a pas assez infusé pour moi. J'ai trouvé que le dénouement, il était un peu allez, on vous balance l'information, c'était un petit peu bâclé. J'avais encore beaucoup d'interrogations quand j'ai terminé cette lecture. Et il y a beaucoup de styles de lecture. On peut passer du roman à un côté très poésie, à un côté très prose aussi. Il y a un passage en prose dans le livre. Et clairement, ça m'a pas séduite. J'ai vraiment pas aimé. Après, c'est vraiment personnel parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent adorer. De la même autrice, j'ai adoré Porcelaine sous les ruines. Vous le voyez pas, mais il est tout en haut là et dans ma bibliothèque, et je le mets vraiment dans mes meilleures lectures. Donc je pense que elle a peut-être un petit côté plus romantasy et cozy fantasy avec Porcelaine sous les ruines que je préfère à celui-ci, que c'est limite de la science-fiction. Les problèmes de famille dans ce livre, je trouve que ça manquait d'intensité. En fait, j'ai peiné à rentrer dans la quête de vérité que voulaient avoir donc ces deux sœurs. Et donc pour moi, l'histoire a manqué cruellement d'intensité. Et pour moi, ça partait dans tous les sens à un moment, sans jamais vraiment qu'on réponde à nos interrogations. Donc pour moi, je passe mon chemin sur celui-ci. On va parler du coup de ma dernière lecture de 2024. Et c'est avec Witch and God, le tome 3. Je suis obligée de regarder. Je suis absolument dégoûtée parce que je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a les deux tomes qui sont en grand format. Et j'ai voulu commander sur Vinted donc la suite pour faire des petites économies. Et en fait, j'ai pas pensé à demander si c'était le grand format ou pas qui était proposé. Et je me suis dit, oh bah ça va, c'est très bien, niveau prix, je fonce. Et en fait, je me suis fait avoir par moi-même. En fait, j'aurais dû me renseigner. Et j'ai fait la même chose auprès de la même dame. Avec les Faucons de Ravéral tome 3. Donc je suis un peu dégoûtée. J'ai le début de la collection en grand format et la suite en petit format. Bon. Voilà, ça arrive, mais dites-moi si vous aussi ça vous est déjà arrivé un peu. Après, ça fait. On est d'accord, c'est pas beau dans la bibliothèque, quoi. Dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Donc, ce troisième tome, je trouve que ça reste quand même fidèle à ce que l'autrice a pu proposer sur les premiers tomes, mais que la saga va décrescendo. Je trouve que quand on était avec Demos et Ella, c'était la découverte. Il y a peut-être ça aussi, la trope mariage arrangé, pour moi, chez moi ça matche beaucoup. Et je trouvais que les personnages avaient ce truc en plus. Le tome 2, je l'ai trouvé très très bien.
Euh, mais ça descendait déjà un petit peu. Et là, j'ai adoré Héphaïstos et le personnage de Méroé. Ils ont vraiment des caractères que j'aimais beaucoup. Je n'avais jamais encore lu, je crois, de livre avec la trope Grumpy Sunshine. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était bien. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était bien. Par contre, l'histoire en elle-même ne m'a pas séduite. Parce que je trouvais il y avait encore plusieurs façons d'approfondir l'histoire. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Et l'histoire d'Héphaïstos, elle m'a touchée, hein, oui. Mais déjà, rien que le fait qu'à la fin de celui-ci, on ait toute une partie en fait où on retourne sur des. On fait un clin d'œil à Ella et un autre clin d'œil à Circé, puis on parle un peu d'Héphaïstos. Alors, ça, je sais que c'est à chaque fin de Witch and God, on a un peu un point de vue côté du héros masculin. Mais ça fait quand même toute une partie du livre où en fait c'est consacré plutôt à d'autres personnages. Donc pour moi l'histoire ne se suffisait pas à elle-même. Là encore, c'est un avis négatif, c'est propre à chacun. Là on enchaîne avec les avis positifs quand même. J'enchaîne du coup, là on passe du tout au tout avec un de mes plus gros coups de cœur de cette année plutôt. C'est Kéléana, le tome 7. Je viens de finir la saga et clairement, mais c'est une pépite. J'ai jamais autant pleuré au cours d'une lecture, mais croyez-moi, j'y ai laissé mon âme. Et en fait, je ne vais pas trop m'étendre sur le résumé parce qu'on est quand même au tome 7, à la fin d'une saga, donc je vais pas vous le faire. Par contre, lisez-le, il y a des scènes de bataille époustouflantes, pour moi dignes, si vous les aimez, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Pour moi, c'est des scènes incroyables. Il y a des scènes mais qui vous prennent aux tripes, sincèrement. J'en parlerai pas, mais je pense que vers une certaine partie du livre, tous ceux qui l'ont lu pensent à un groupe de personnages en particulier et c'est extrêmement touchant. Il y a des évolutions personnages de malades. Euh, Moi qui aime beaucoup les personnages secondaires parce que pour moi ça fait toute la richesse d'un livre, ça peut donner comme un côté réel au livre. Là on y est clairement les amis. Et on a vraiment l'impression, quand j'ai refermé ce livre, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 1000 vies. C'est vraiment. C'est vraiment. Ouais, j'ai eu l'impression d'avoir vécu plein d'aventures avec tous ces personnages qui ont une évolution et qui sont extrêmement touchants. Et je réfléchissais, hein, j'ai quand même mes petits chouchous, mais j'arriverai pas à choisir. Ils sont vraiment tous terriblement touchants, attachants. Et se dire que c'est fini, ça fait un petit peu mal quand même, mais je pense qu'en tant qu'autrice, il faut savoir s'arrêter. Et elle sait s'arrêter au bon moment et nous a laissé sur une excellente fin. Donc lisez-le. Je continue en vous parlant du livre Les secrets de nos existences de Emma Saucé aux éditions Caméléon. Donc ça c'est un partenariat que j'ai en 2025. C'est un livre qui va parler d'une romance de campus. Il faut savoir que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. La romance de campus, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner en premier. Par contre, j'ai rencontré l'autrice Emma Saucé à un salon en 2024 et elle me l'a extrêmement bien vendu avec Justine Potier, sa collègue, qui était juste à côté, et je me suis laissée tenter. Comme quoi, des fois, faut essayer, parce que ça m'a vraiment plu. Ça parle de thèmes on parle pas tellement, je trouve, en romance. Donc ça va parler du deuil, on va avoir une protagonisme qui va être confrontée à des crises d'angoisse aussi, des fois. De reconstruction, en fait, beaucoup ce livre va parler. Donc on va suivre Raphaël et Aria, qui ont tous les deux des secrets, donc ça c'est pas de surprise par rapport au titre, mais l'histoire, donc il va y avoir une romance entre ces deux protagonistes, ça va être de découvrir un peu leur vie passée et tout ce que ça leur fait vivre intérieurement et les combats qu'ils vont devoir mener pour aller de l'avant.
Et des fois, on va dans... C'est le message du livre, je trouve que j'ai retenu, c'est qu'on parcourt un peu les ténèbres et que dans ces ténèbres, on peut rencontrer d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations que nous. Et par contre, ces personnes ont une brèche, peut-être par laquelle on laisse passer la lumière. Et vraiment, c'est un extrêmement beau message. J'ai pleuré, c'est une jeune autrice talentueuse qui a vraiment une belle plume, des belles formulations. C'est une autrice à découvrir, sincèrement, foncez la voir. Et je termine avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Maeurer. Je suis désolée si je prononce mal. C'est aux éditions Calix. Et donc là, mais c'est le gros coup de cœur aussi. On est sur une lecture anti-conte, moi j'appelle ça. Pour moi, c'est ma nouvelle trope préférée, on va dire. Là, on va suivre Evie qui, dans une malencontreuse situation, va devenir l'assistante du vilain d'un village. Du vilain d'un village Et en fait, va s'extraire de ce nouveau job plein de nouvelles aventures qui vont l'amener dans des situations complètement loufoques. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ne serait pas une bonne journée de travail qui ne commence pas par quelques têtes coupées et du sang. C'est clairement un petit peu l'état d'esprit du livre. Evie, c'est une protagoniste qui est très futée, qui est très drôle, et des fois même son côté malin peut frôler la sournoiserie, ce qui fait qu'elle va se rapprocher aussi du vilain. Donc vous l'aurez compris, on est dans une romantasy, cosy fantasy, et ce vilain qui en fait n'est pas forcément... Vous verrez, mais c'est un anti-héros auquel on s'attache. C'est un personnage assez gris finalement, et moi j'adore ces personnages. Il embrasse en fait son côté sombre, et on verra qu'en faisant comme ça, il y a peut-être une part de lumière qui va émerger. Je ne veux pas spoiler, je ne veux pas en dire plus. C'est une bonne dose d'humour dans ce livre, c'est vraiment pétillant. Il y a le côté aussi où l'héroïne est touchée... d'autodépréciation, d'anxiété. Donc ce côté-là, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on touche des points qui peuvent finalement tous nous concerner à un moment dans notre vie, je pense. Donc un livre finalement très intéressant, et des fois derrière des livres où en fait on aborde des thèmes plus joyeux, et bien en fait on peut avoir des thèmes abordés bien plus profonds, et ça j'aime beaucoup. La plume de l'autrice est fine, acerbe, drôle. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas au cours de cette lecture. Au final, une lecture drôle, loin d'être innocente. Elle a un petit je ne sais quoi qui fait qu'on a envie d'y retourner, qu'on en veut encore. Et un je ne sais quoi un peu maléfique et à la fois de conte de fées, je dirais. C'est très contradictoire, mais à coup sûr ça a un côté un petit peu grisant sur nous, et on en veut encore. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire quelle lecture vous donne le plus envie dans ce que je vous ai proposé, et si jamais vous en avez lu, dites-moi en commentaire, et dites-moi ce que vous avez aimé ou pas. Je vous fais des bisous, bye bye.